C'est Moustapha Sall, le fondateur de CRM Sports, une société spécialisée dans le sport, les relations internationales et l'événementiel. Je suis également l'initiateur des Africa Talk Sports, et qui est une série de webconférences en ligne dédiées au développement du sport en Afrique et qui vise à poursuivre le dialogue avec toutes les parties prenantes du sport en Afrique. Alors que le sport mondial ne cesse de connaître l'utilisation de substances dopantes et autres pour améliorer les performances des athlètes d'élite et amateurs, dans ce contexte, l'Agence mondiale antidopage a continué au fil des années à promouvoir un sport sûr et propre auprès des athlètes et des parties prenantes. En Afrique, le dopage devient progressivement un problème continental, surtout dans le sport de haut niveau, malgré la présence des institutions et des programmes de l'AMA sur le continent. Par suite de cette situation, des questions se posent sur la manière de renforcer les rôles et les responsabilités des organisations régionales et des bureaux de l'AMA sur le continent. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que CRM Sports, nous avons estimé qu'il était judicieux d'organiser cette conférence en ligne aujourd'hui en invitant des experts africains de la lutte contre le dopage sur le continent pour discuter de WADA et le programme mondial antidopage, rôle et responsabilité des personnes impliquées. Donc, avant de céder la parole à notre très cher modérateur, M. Jean Laroux, je remercie encore une fois de plus tous les intervenants et participants d'avoir accepté de partager leur expertise aujourd'hui avec nous dans le cadre de ce panel. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Jean Laroux pour qu'il puisse commencer ce panel. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et merci Moustapha pour me donner la parole. Je voulais tout d'abord me dire que je suis Jean Laroux, CEO du Conseil national des sports aux Seychelles et aussi le président de l'ORA d'Océan Indien. Et il y a longtemps que je travaille avec l'AMA dans la section de l'éducation. Et aujourd'hui, ça me donne très content qu'en Afrique, on aborde le sujet du problème de dopage dans le sport et surtout en Afrique. Et là, je voulais remercier tous les participants et aussi les présentateurs qu'on va discuter, on peut échanger des idées pour faire avancer que dans le monde du sport aujourd'hui, la tricherie, il n'y a pas de place pour la tricherie. Et alors, sans trop tarder, je voulais présenter nos présentateurs. D'abord, il y a M. Samé, le manager de l'AMA Afrique. Bienvenue, Samé. Il y a M. Halim, le directeur général ORA Tunisie. Nous avons Sophie Barwick, event manager ITA, et Aliou Youssouf, secrétaire permanent de l'AMA Afrique zone 2 et zone 3. Et le docteur Moussa de Comores. Alors, bienvenue à tout le monde. Tout d'abord, je vais passer la parole à chacun de vous. Vous allez vous présenter 2 minutes et puis on va passer sur développer les thématiques. D'abord, je passe la parole mais avant d'aller, je voulais aussi préciser à nos participants qui pourront poser leurs questions sur le chat box et aussi sur Facebook. Et s'il y a les autres personnes aussi qui voulaient participer, ils souhaitent la bienvenue. D'abord, je vais donner la parole à Samé pour faire sa présentation de 2 minutes. Samé? Merci beaucoup, Jean, pour cette introduction. Merci beaucoup, Moustapha, pour avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire. Je ne pense pas que j'aurai besoin de 2 minutes. Je m'appelle Samuel Rey, je suis égyptien. Je suis le responsable du bureau Afrique de l'AMA. C'est le seul bureau de l'AMA, l'autre, c'est le bureau de l'ORAD. Et après, je pense on peut laisser la parole à Jean encore une fois, en attendant juste la présentation. Merci.
Jean, vous Jean, est-ce avez que vous donné la suivez? parole à quelqu'un d'autre ou il faut Jean, qu'on est-ce que vous continue? suivez? Ah oui, je n'ai pas entendu Samé, mais je peux passer la parole à Sophie. Très bien, merci beaucoup également Jean pour cette introduction et Mustapha d'avoir organisé tous ces webinaires et d'avoir pensé à nous pour le webinaire sur l'antidopage. Donc, comme Jean l'a précisé, je m'appelle Sophie Berwick, je fais partie de l'équipe responsable de mettre en place les programmes antidopage pour les événements sportifs majeurs, notamment pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo. Et je suis ravie d'être là et je me réjouis de répondre à vos questions. Merci, Sophie. Je voulais passer la parole à Aliou. Bonjour à tous. Effectivement, j'espère que c'est bon, vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord. Donc, je m'appelle Aliou Issoufou. Je suis le secrétaire permanent de l'Organisation régionale antidopage Afrique zone 2 et 3, c'est-à-dire notamment l'Afrique de l'Ouest. Et que, bon, tout compte fait, je vais m'arrêter ici. Pour le reste, là, nous verrons après. Merci, Jean. D'accord, merci Aliou. Le docteur Halim. Bonjour tout le monde. Alors, c'est le Dr Halim Zoubali, je suis directeur général de l'Agence nationale antidopage, NAD. Notre agence fait partie de l'ORAD Zone 1, dont je suis membre. Je suis actuellement membre du comité ad hoc à l'Agence mondiale antidopage concernant les relations avec les NADO. Et je suis membre actuel aussi du comité médical et antidopage de World Taekwondo, à part d'autres responsabilités que j'ai eues durant ces dernières années. Mais actuellement, je suis ici en tant que directeur général de l'Agence nationale antidopage Tunisie. Bienvenue à tous mes collègues. Merci, le docteur. Et je passe aussi la parole à M. Moussa des Comores. Monsieur Moussa? Vous m'entendez? Bonjour, bonjour, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on vous entend. Allô? D'accord, c'est Dr Moussa Abidou Ali de Comores. Je suis membre de la commission médicale au niveau de la Fédération de football des Comores. Voilà. Donc, c'est à partir de la fédération que j'ai eu l'invitation. Donc, j'ai dit que c'est Dr Moussa Amidou Ali. Je fais partie de la commission médicale de la Fédération de football des Comores. C'est à partir de la fédération, le secrétaire général de la fédération, que j'ai eu l'invitation pour participer à cette séminaire. Voilà. Allez, alors merci Monsieur Moussa. Maintenant, on va essayer de développer le thématique. Et je vous rappelle que d'abord, le thématique, c'est l'AMA et le Programme mondial antidopage, rôle et responsabilité des personnes impliquées. Et avant de passer la parole à Samé, je sais qu'il va développer le thématique sur le code, parce que le code, c'est un document harmonisation que tout le monde, tous les personnes impliquées, les athlètes, les entraîneurs, tout le monde, tous les pays doivent s'en servir. Alors, je passe la parole à Samé pour quelques minutes, 5 minutes pour développer les responsabilités en matière de lutte et les changements qui vont arriver dans le code en 2021. Samé? Parfait, merci beaucoup Jean. C'est un peu trop pour 5 minutes, mais je vais essayer de le faire non plus. Donc, je pense parmi les problèmes qui se posent, pas seulement dans la région, mais d'une manière générale, c'est comprendre c'est quoi exactement le rôle de l'Agence mondiale antidopage dans la lutte contre le dopage d'une manière globale.
Donc, est-ce que c'est l'agence qui sanctionne? Est-ce que c'est l'agence qui contrôle? Ça, c'est pas toujours très clair. Et aussi, je pense que si on peut expliquer ce point-là, ça sera très, très bénéfique. Donc, l'Agence mondiale antidopage a été établie en 1999. Donc, l'année dernière, on a fêté 20 ans. On a terminé notre phase d'adolescence. Maintenant, on est presque organisation sportive adulte. L'Agence mondiale antidopage a été établie pour coordonner et harmoniser la lutte contre le dopage entre tous les sports et tout le pays. Donc, avant l'établissement, chaque sport avait ses propres règles contre le dopage, avait ses propres listes d'interdictions. Chaque pays avait la même chose. Donc, il n'y avait pas vraiment l'harmonisation, il n'y avait pas l'égalité ou l'équité entre tous les sportifs du monde. L'objectif, c'était de créer un document, c'était le Code mondial antidopage pour harmoniser ces règles-là. Et après, ce document a été complété par les standards internationaux, parmi lesquels on a la liste des interdictions, qui est la même pour tous les sports. Bien sûr, il y a des sports qui ajoutent, mais il y a la base commune pour laquelle tous les pays et tous les sports ont les mêmes restrictions, les mêmes exigences pour tous leurs sportifs ainsi que leur personnel. Donc, chaque plusieurs années, le code, c'est toujours un document vivant. Donc, on essaye de le changer, de le mettre à jour pour être en conformité avec les changements qui se passent dans le sport d'une manière générale. La dernière mise à jour a eu lieu l'année dernière, donc à Katowice, à la conférence mondiale contre le dopage dans le sport, à Pologne en novembre, où le nouveau code, le code 2021, a été adopté à l'unanimité. Donc, 1er janvier 2021, cette année, ça ne sera pas la nouvelle année, ça sera le nouveau code qui rentrera en vigueur avec des nouvelles exigences, des nouvelles rôles et responsabilités, des clarifications, avec deux nouveaux standards internationaux, un standard international pour l'éducation et un autre pour la gestion de résultats. Donc, comme d'habitude, le rôle de ces changements-là, c'est de mettre à jour le code, c'est de s'assurer que les dernières mises à jour dans le sport, d'une manière générale, ont été respectées. Il y a beaucoup de changements. On vous invite de consulter la plateforme d'éducation de la main ADEL, où on a créé une section dédiée pour la mise en œuvre des exigences du nouveau code 2021. Vous allez trouver des webinaires, des présentations, des documents des fact sheets, des documents de rôles et responsabilités qui vont clarifier. Vous pouvez naviguer ou consulter par organisation. Donc, par exemple, si vous êtes directeur général de l'ONAD comme Dr Halim, vous pouvez consulter ce qui changera par rapport à votre organisation. Si vous êtes en charge d'une ORAD comme Jean, vous pouvez consulter cela. Si vous êtes un prestataire de services comme l'ITA ou bien l'ORAD en 2021, vous pouvez aussi voir comment vous pouvez changer vos propres règles et vos propres systèmes pour être conforme au Code mondial antidopage 2021. Donc, je vous invite de consulter ça, de suivre les webinaires de la main aussi qu'on a essayé d'organiser pour familiariser tout le monde avec les exigences et les rôles et responsabilités en 2021. Et on vous invite bien sûr de nous contacter si vous avez n'importe quelle question ou renseignement par rapport au Code 2021 ou le mouvement contre le dopage d'une manière générale. J'espère que je n'ai pas dépassé 5 minutes. Donc, à vous encore, Jean. Non, d'abord, c'est 3 minutes, ce que je regarde. Et pour l'intérêt des autres personnes qui participent, qui écoutent, peut-être tu peux aussi parler parce qu'il y a aussi les documents, il n'y a pas justement juste le code, mais à côté du code, il y a les standards et puis vous avez gestion de résultats. Est-ce que tout de suite, pour essayer d'avoir un éclaircissement, qu'est-ce que ça veut dire gestion des résultats? Qu'est-ce que sont les prélèvements? Comment ça se passe? Et je pense que ça peut impliquer ça. Parfait. Donc, les violations des règles antidopage, on avait 10 et on a toujours 10 jusqu'à 31 décembre. Après 1er janvier, ça sera 11 violations des règles antidopage. Toutes les violations sont pas liées directement à un prélèvement ou un échantillon. Il y a des autres qui peuvent concernant le trafic des produits ou bien le fait d'interdire quelqu'un de rapporter un problème de dopage. Donc, vous pouvez consulter les 11 violations des règles antidopage. Lorsqu'il y a une violation des règles antidopage, il y a une procédure qu'on appelle la procédure de gestion de résultats. La procédure de gestion de résultats, c'est la procédure par laquelle on peut traiter cette violation, avoir soit une audience, soit son audience, avoir un comité de gestion de résultats
qui regarde l'affaire, qui peut entendre la personne qui est chargée de cette violation de règles antidopage, et puis décider d'une sanction ou bien d'une acquittation de cette personne-là. Donc, cette procédure est énumérée. Il y a des principes qui sont déjà établis dans le code. Pour aller encore plus loin et pour essayer d'harmoniser ces procédures autour du monde ainsi que dans les sports différents, on a créé cette année le standard international pour la gestion de résultats qui va détailler les exigences et les rôles et les responsabilités de chaque partie dans cette procédure. Ce standard-là rentrera en vigueur le 1er janvier 2021 et sa mise en œuvre aussi nécessitera quelques changements dans tous nos systèmes internes. C'est pour ça qu'on a organisé plusieurs webinaires et aussi produit plusieurs documents pour essayer de familiariser tout le monde avec les changements qui auront lieu, ainsi que tout ce qui doit avoir lieu avant 1er janvier 2021 pour être conforme au code. Donc, d'une manière générale, pour les standards internationaux, pour l'instant, on a 6. On a déjà parlé de la liste des interdictions. Il y a le standard international pour le contrôle et enquête, standard international pour les AUT. On a plusieurs et après, on a 2 nouveaux qui sont le standard international pour l'éducation et pour la gestion de résultats, qui sont les nouveautés de 2021 qui rentreront en vigueur le 1er janvier. Okay, merci Sami. Et je voulais maintenant aller vers le docteur Halim, parce que la question que j'ai posée à Sami, il y a un lien direct avec ce qui se passe dans un pays, par exemple, au NAD de Tunisie, qui sont sur pratiquement. Alors, docteur, quels sont les défis et les succès de ONAD Tunisie? Monsieur Halim? Vous m'entendez là? Je suppose que vous m'entendez mieux. Hein? Oui, je vous entends. Excellent. Ben, écoutez, je vais vous présenter l'expérience tunisienne en matière de lutte contre le dopage. En fait, la lutte contre le dopage en Tunisie est apparue dès les années 90, début des années 90, par la mise en place d'une commission au sein du Centre national de médecine du sport dans le temps. J'étais responsable de cette commission durant les années 96, 17, 18, etc., jusqu'à la mise en place en 2008 d'une agence. En fait, d'une agence par une loi, la loi 54-2008, et des décrets de fonctionnement qui délimitent un petit peu ses missions. Cette agence est une agence institution gouvernementale sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a une autonomie budgétaire et en fait une autonomie, une indépendance dans la prise de décision et dans tout ce qui est aspect opérationnel. Donc, cette agence qui a été créée en 2008, nous avons actuellement une vingtaine de personnels qui travaillent à plein temps, et c'est des fonctionnaires de l'État qui sont tous rémunérés par le ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport. Alors, il s'agit de médecins, pharmaciens, psychologues, personnels qui sont managers du sport, des gens qui sont dans le domaine juridique, etc., etc. C'est le personnel permanent de l'agence. Et à côté de ce personnel permanent, nous avons un personnel contractuel qui sont essentiellement des ACD, en fait, des contrôleurs du dopage, des escortes et aussi des vétérinaires contrôleurs du dopage, parce que nous contrôlons pas uniquement en Tunisie les athlètes, mais nous avons une activité aussi accessoire, mais que nous assumons, qui est le contrôle des chevaux de course. Ah bon? Oui, les chevaux de course dans les courses de chevaux. Et c'est prévu par la législation qui régit les missions de l'agence. Évidemment, ces personnes contractuelles sont payées à la mission, comme un petit peu partout dans le monde, et qui ont des contrats annuels avec nous. Il s'agit essentiellement, la loi tunisienne exige que les médecins contrôleurs soient des médecins.
mais je ne vous cache pas que ça fait 10 ans que la loi a été faite, que nous considérons que cette loi qui régit la mission de l'ANAD est assez avant-gardiste, mais après une dizaine d'années d'expérience et de travail, nous estimons qu'il y a des choses à revoir pour donner plus d'impact et plus d'efficacité à la lutte contre le dopage. En fait, les différents aspects que nous avons et les différents départements que nous avons au sein de l'agence, évidemment, il y a le département contrôle et investigation, c'est le contrôle des enquêtes, les investigations et les enquêtes au niveau des salles de sport. C'est un aspect que nous sommes amenés à mieux consolider, notamment les salles de sport. Et puis, nous avons un département essentiel qui est le département éducation-prévention, où 4 personnes travaillent en permanence. En fait, il s'agit d'organisation d'événements de prévention et d'éducation auprès des jeunes, auprès des sportifs, auprès des clubs et fédérations et au niveau des événements, que ce soit au niveau national ou international, qui se passent sur le sol tunisien. Nous avons un département juridique et un département finance, évidemment, au sein de l'agence. Peut-être, j'ai pris du temps, hein. Là, je dépasse mon temps. Ok, c'est bon, mais je voulais seulement poser une question. Par contre, vous avez chez vous un laboratoire, oui? Alors, justement, j'allais parler du laboratoire. Nous avions un laboratoire qui a été mis en place en 2001 lors des Jeux méditerranéens de 2001 en Tunisie. C'est un laboratoire qui était sous l'égide du ministère de la Santé. Il était totalement indépendant de l'ANAD, évidemment, parce qu'il a été créé même avant l'ANAD, en 2001. Et ce laboratoire a beaucoup travaillé durant une dizaine d'années, jusqu'en 2011. Et en 2011, pour des considérations diverses, vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle un changement de régime, une révolution, un changement en Tunisie en 2011. Et notre laboratoire a été suspendu pendant 2 ans, puis révoqué en 2013. Ce qui fait qu'actuellement, nous n'avons plus de laboratoire en Tunisie et nous avons été amenés à travailler avec des laboratoires autres que celui-là, donc des laboratoires étrangers, par des contrats, appels d'offres, blablabla. Actuellement, nous sommes contractuels avec le laboratoire de Barcelone. Nous avons travaillé avec Athènes, nous avons travaillé avec la Roumanie, etc. Okay. etc. Voilà. Donc, nous n'avons plus de laboratoire en Tunisie. Et ce qui a fait que, vous savez que du temps du laboratoire, comme le laboratoire devait faire dans le temps 1500 analyses au minimum par an, et après c'est passé à 3000, nous avons fait énormément de contrôles dans les années 2000. Okay. Nous sommes arrivés à 1500, 1800 contrôles. Actuellement, avec le laboratoire étranger, vu qu'on paye en devises, vu que les conditions économiques du pays sont pas très bonnes, on a vu notre nombre de contrôles chuter beaucoup. OK. OK. C'est bon, mais on va en revenir sur ces questions de laboratoire parce qu'il y a beaucoup de gens en Afrique qui ont soulevé le point d'avoir un laboratoire dans chaque pays. Or, ils ne savent pas les investissements. Alors, on va en revenir. D'accord, OK. Et on passe maintenant avec Aliou. Aliou, c'est la même chose. Je sais qu'avec l'ORAD, on a travaillé beaucoup. Mais comment sont les zone Afrique, zone 2 et 3 là-bas? Comment ça fonctionne? Merci Jean. Bonjour à tous. C'est-à-dire, je vais essayer d'intervenir, de parler sur les ORAD en général. Maintenant, finir sur l'ORAD Afrique zone 2 et 3. Parce qu'après la création de l'AMA, l'AMA a pensé, n'est-ce pas, à un découpage géographique au niveau de tous les continents pour qu'on ait des organisations régionales qui puissent travailler dans les régions pour aider les pays, n'est-ce pas, à mettre en place un certain nombre de programmes. Donc, c'est vraiment des organisations régionales, comme son nom l'indique, d'un certain nombre de pays à travers, n'est-ce pas, un découpage administratif. Si nous prenons le cas de l'Afrique, nous avons, n'est-ce pas, 6 ORAD au niveau de l'Afrique. L'ORAD Afrique zone 1, ORAD Afrique zone 2 et 3, ORAD Afrique zone 4, ORAD Afrique zone 5, ORAD Afrique zone 6 et l'ORAD, n'est-ce pas, comment dirais-je, des océans Indiens. Donc, ces ORAD, c'est, n'est-ce pas, des regroupements de pays qui acceptent de mettre en commun leurs ressources financières, humaines, n'est-ce pas, et matérielles,
Maintenant, à travers le comité, n'est-ce pas, nationaux olympiques et le gouvernement, pour lutter efficacement contre le dopage, n'est-ce pas, dans nos zones respectives. Maintenant, oui, 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 Jean. On a perdu Aliou. Oui. Moi, je l'entends. Aliou, on va en revenir après chez toi. Ah non, 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 moi, je peux entendre Aliou. Sophie, tu peux entendre oui, Aliou? je t'entends très bien. Oui. Ouais, je vais passer la parole à Sophie parce que Aliou, on va en revenir. Non, non, Jean, pour nous, on entend très bien Aliou. Je pense que le problème, c'est chez toi. Ça va bien, Aliou, hein? Ça va bien. Ça veut dire que je peux continuer? Oui, oui. Donc, je disais que ces pays ont accepté de mettre en commun, n'est-ce pas, toutes ces ressources pour lutter efficacement. Aliou. Oui? On entend bien, Aliou. Donc, cette lutte. Je pense qu'on entend. C'est bon? Oui, oui. Donc, je peux continuer. Oui, Aliou, pour nous, c'est bon. Tu peux continuer. Aliou, désolé, mais ça ne passe pas très bien et on va continuer. Moi, je vais revenir chez toi. Jean, est-ce que tu m'entends? Jean, est-ce que tu nous entends? Là, oui. Merci, Sophie. Ok, non, nous, on entend Aliou très bien. Donc, je pense qu'il peut finir son intervention et après, on peut passer à... Voilà, c'est encore mieux. Je ne l'entends pas, moi. Ok, non, donc, je disais que... Bien, voilà, donc cette lutte contre le dopage ne peut se faire sans la mise en place de programmes, des programmes antidopage dans les pays. Et ça, c'est vraiment le rôle régalien de l'ORAD. L'ORAD, n'est-ce pas, l'ORAD aide les pays à mettre en place ces programmes, notamment les programmes, n'est-ce pas, éducatifs, le programme, n'est-ce pas, c'est-à-dire de support pour les programmes antidopage des pays concernant l'éducation, les programmes sur le contrôle. Les ORAD assistent aussi les organisateurs des grands événements sportifs dans nos régions, aident, n'est-ce pas, les fédérations nationales, les fédérations internationales, les organisations nationales antidopage à mettre en place leurs programmes et, n'est-ce pas, les assistent, n'est-ce pas, à exécuter le programme lors de leurs activités. Encore un autre rôle très important de l'ORAD. L'ORAD aide les pays, n'est-ce pas, dans le processus de conformité au code. C'est-à-dire, pour ce faire, l'ORAD, n'est-ce pas, a mis en place des structures spécialisées. Notamment, Samé vient de faire cas, n'est-ce pas, de la gestion des résultats. C'est-à-dire, l'ORAD, à travers, n'est-ce pas, avec l'appui de l'AMA, forme des membres pour prendre en charge, n'est-ce pas, les cas avérés, n'est-ce pas, des cas avérés, notamment les cas positifs. Ça, c'est dans le cadre de la gestion des résultats. L'ORAD forme des agents de contrôle dopage pour, n'est-ce pas, les contrôles. Et l'ORAD forme aussi des agents d'éducation pour, n'est-ce pas, la mise en place des programmes d'éducation au niveau, n'est-ce pas, des pays au cours des événements, n'est-ce pas, sportifs, des événements sportifs. Donc voilà, en gros, n'est-ce pas, tout le soutien et l'appui que l'ORAD apporte, n'est-ce pas, à ces pays membres. Allô, Jean? Merci, Aliou. Jean, je pense que vous êtes en mute. Donc voilà, n'est-ce pas, de façon ramassée, ce que j'ai prévu, n'est-ce pas, de porter, n'est-ce pas, à votre connaissance par rapport, n'est-ce pas, aux organisations régionales antidopage. Maintenant, par rapport à l'Afrique zone 2 et 3, vraiment, c'est pratiquement tout ce que je viens de dire. Au début, ça a tâtonné au niveau pratiquement de toutes les ORAD, mais maintenant, tout a pris forme. Parce que les fédérations nationales, les fédérations internationales, les organisations nationales savent qu'ils ont des organisations régionales sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour non seulement élaborer des programmes antidopage, mais aussi les exécuter au cours, n'est-ce pas, de leurs événements majeurs. Et ils savent qu'ils ont un répondant au niveau, n'est-ce pas, de la région pour les aider dans le cadre de la conformité au Code mondial antidopage et pratiquement toutes les informations concernant la lutte contre le dopage. Donc, vraiment, je veux m'arrêter là en entendant, n'est-ce pas, les différentes questions. Merci.
Merci Aliou, c'est très, très bon votre intervention. Et maintenant, je veux parler à Sophie, parce qu'on sait qu'avec les événements internationaux qui arrivent en Afrique, comment ça se passe? Quelles sont les structures que vous avez en place? Alors déjà, je voulais juste préciser qu'à l'ITA, on travaille déjà, on a déjà collaboré justement avec des ONAD et des ORAD du continent africain. Et on compte vraiment sur la collaboration des pays africains pour renforcer le programme antidopage sur les continents et puis dans les événements sportifs majeurs. À ce titre-là, par expérience, je sais qu'il y a énormément d'agents de contrôle antidopage extrêmement compétents sur le continent, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de travailler à l'international. Pour cela, l'ITA a mis en place un programme pour les agents de contrôle antidopage, justement, pour avoir un certificat ITA qui leur permettra justement d'harmoniser les procédures antidopage à l'international et de travailler à l'international. Berlinger, donc, qui est un prestataire de services pour l'équipement des contrôles antidopage, est un sponsor de ce programme, ce qui a permis à l'ITA d'offrir ce cours à titre gratuit. Donc, j'encourage vraiment tous les agents de contrôle antidopage via leur ZONAD ou leurs ORAD à contacter l'ITA pour faire ce cours, ce qui leur permettra d'avoir ce certificat et éventuellement travailler à l'international sur des événements sportifs majeurs. Je pense notamment aux prochains Jeux de la jeunesse à Dakar, qui devaient avoir lieu en 2002, mais qui malheureusement ont été repoussés en 2026. Mais c'est une opportunité à saisir. Donc, encore une fois, vraiment, j'encourage tous les agents de contrôle antidopage sur le continent à contacter leur ONAD et leur ORAD pour obtenir ce certificat. Ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais parler, si vous me le permettez, de la délégation donc, du Comité international olympique à l'agence, à l'ITA, en ce qui concerne le programme antidopage pour les événements majeurs tels que les Jeux olympiques de la jeunesse et les Jeux olympiques. L'ITA a mis en place un groupe d'experts pré-olympiques pour s'assurer que des tests soient effectués à l'échelle mondiale sur les athlètes grâce à un effort coordonné entre toutes les organisations antidopage d'ici les Jeux. Évidemment, avec la pandémie, il y a une nouvelle évaluation qui va être effectuée et je voudrais préciser que d'ici octobre, il y aura de nouvelles recommandations de ce groupe d'experts de l'ITA qui sera partagé avec toutes les fédérations internationales et les agences nationales antidopage pour justement s'assurer que la plupart que tous les athlètes qui participent aux Jeux aient été testés avant de venir aux Jeux olympiques. Il y a, par expérience, avant de rejoindre l'ITA, donc je suis dans le circuit depuis 2008, je voudrais juste préciser quelques points sur le continent africain qui sont vraiment importants pour promouvoir justement le sport propre et aider à améliorer les contrôles antidopage. Au dernier Jeux africain à Rabat en 2019, ça a été la première fois où il y a un programme hors compétition, de tests hors compétition qui a été effectué. Ça a été extrêmement important et je voudrais réitérer l'importance de ce programme pour assurer un plan de répartition des tests plus complet et qui permet vraiment aux athlètes propres de s'assurer que quand ils viennent au jeu, tout le monde a été testé. Il y a aussi l'importance des spécificités sportives. Souvent, on parle de programmes antidopage et juste d'opérations antidopage par rapport à la notification et à la procédure de collecte de l'échantillon. Le travail qui est fait en amont maintenant, c'est d'essayer de comprendre vraiment plus les spécificités sportives, de comprendre plus comment le sport fonctionne pour adapter les procédures antidopage sans évidemment jamais les compromettre, mais d'avoir une meilleure compréhension justement du sport pour perfectionner justement ces opérations antidopage. Après, je pourrais parler d'autres points à améliorer. Je ne sais pas si, Jean, tu veux peut-être que je garde ça pour les questions-réponses. Tu me dis. Allô? Oui, Sophie. Non, on vous entend. On garde pour la question. Oui, je vous entends. On peut garder pour les questions? On peut garder, oui, questions-réponses. D'accord. D'abord, je lance là une question. Il y a sur Chatbox
quelqu'un, peut-être le docteur Alim, peut répondre Oui. à cette question, parce qu'il suffit de, sur la place de sildenafil ou de prégabaline, sachant que ces produits ne figurent pas sur la liste des interdits, ni dans le programme de surveillance, ces deux produits sont utilisés le plus souvent avant la rencontre dans le but d'augmenter la pré-performance ou de surpasser la fatigue et la douleur lors des matchs. C'est une question de chat. Est-ce que le docteur, vous pouvez donner un éclaircissement? Ben, écoutez, je vais parler en général et ne pas m'attarder sur ces substances particulières. En fait, nous disposons, comme vous le savez, d'une liste de substances interdites que l'ANAD fait paraître chaque année au 1er janvier, qui concerne les substances interdites dans le sport en et hors compétition. Et nous devons évidemment, que ce soit le personnel qui s'occupe de sportifs, les sportifs eux-mêmes en premier, vérifier qu'ils n'absorbent pas ce type de substance. Et évidemment, si une substance n'est pas sur la liste et qu'elle n'est pas sur la liste des substances qui sont sous le contrôle de la MAD, je veux dire, sous la surveillance, cette année-là, ben, nous ne pouvons pas faire de commentaires particuliers. Nous savons que tous les sportifs utilisent des substances et des compléments alimentaires et des vitamines et de tout type de substances qui ne sont pas interdites pour essayer d'améliorer leur performance ou bien d'améliorer leur bien-être ou bien de lutter contre la fatigue ou de dormir, etc., etc. Mais tant qu'une substance ne figure pas sur la liste des substances interdites, évidemment, nous ne pouvons pas faire de commentaires particuliers sur ces substances. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, docteur. Je veux passer la question maintenant à Samé parce que je sais, parce qu'il y a aussi une question qui est arrivée. Il y a un pays qui veut avoir un laboratoire. Mais on dit qu'un laboratoire, c'est aussi compliqué, c'est cher et il y a tout un système en place. Est-ce que vous, Samé, vous pouvez préciser? Oui, merci beaucoup, Jean. Juste sur l'intervention de Dr. Jebali, je pense que c'était très, très bien. Juste pour ajouter, en termes de conseil général, comme Dr. Jebali a dit, chaque année, la liste des interdictions change. Donc, ce n'est pas comme le code qui change chaque 7 ans ou 6 ans, c'est chaque année. Donc, peut-être un produit qui ne figurait pas sur la liste avant va figurer début de l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que les athlètes et leurs entourages doivent être toujours mis à jour concernant la liste des interdictions. Ça s'est passé avec des athlètes très, très connus. Ils ont été mal conseillés. Ils utilisaient des substances pour des années et des années. Et après, la substance a été insérée sur la liste. Donc, ils se trouvaient avec une violation des règles antidopage. Donc, le conseil général, c'est toujours garder la liste en point de vue et de consulter cette liste chaque année pour voir ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, ce qui peut être interdit dans le futur. Donc, il faut toujours garder ça. Pour l'autre question concernant le souhait d'avoir un laboratoire de passeport biologique en Nord d'Afrique. Déjà, merci pour votre question. C'est un plaisir d'avoir quelqu'un des champions de l'Afrique avec nous, la FAFT algérienne. Pour les laboratoires approuvés, déjà, il y en a 2 en Afrique, un en Égypte, ce qui est déjà en Afrique du Nord, et l'autre au Kenya. Pour les laboratoires accrédités, il y en a un seul en Afrique du Sud. Donc, comme Jean a dit, il y a des exigences qui doivent être présentes pour avoir un laboratoire approuvé pour effectuer des contrôles passeport biologique ou bien sûr, des exigences un peu plus strictes aussi pour avoir un laboratoire accrédité pour faire des analyses soit urinaires, soit sanguines, soit pour le passeport biologique. Donc, les exigences sont très, très claires. Ils sont énumérés dans le standard international pour les laboratoires. Si vous pensez que votre laboratoire peut satisfaire ces exigences-là, vous pouvez bien sûr fournir une demande qui sera examinée par notre comité indépendant des laboratoires. Et au cas où les exigences sont satisfaites, vous pouvez obtenir une approbation
pour effectuer des contrôles de passeport biologique. Par contre, aussi garder l'accréditation est très, très difficile. Ce n'est pas seulement l'obtention qui est difficile, mais aussi garder l'accréditation ou bien l'approbation parce qu'il y a un minimum de contrôles qui doivent être effectués par année. Donc déjà, le conseil général, c'est avant de demander d'avoir un laboratoire, il faut s'assurer que le programme national antidopage est aussi efficace et il va permettre au laboratoire d'obtenir le nombre d'échantillons nécessaires pour être soit approuvé, soit accrédité pour garder cette approbation ou cette accréditation. Sinon, ce sont des dépenses qui seront faites et après, si on perd l'accréditation une année plus tard, ça sera vraiment pas idéal. Merci, Samé. C'est bien l'éclaircissement. Et je tourne la question à Dr Moussa de Comores, parce que la question, c'est comme ça. Aux Comores, comme tout dans les pays, les ORAD, le représentant de chaque pays doit être à la fois élu ou nominé par le CNO et aussi à la fois le représentant du gouvernement. Alors, comment ça se passe aux Comores? Monsieur Moussa? Ok, on entend peut-être M. Moussa va nous rejoindre plus tard, mais je retourne vers Sophie. Je sais que l'année passée, aux Jeux africains, vous étiez vous étiez un des commissions pour les Jeux. Alors, je savais qu'il y avait vous allez dans le village des Jeux, travailler avec les athlètes. Alors, comment ça s'est passé, les défis et le point de succès? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux en Afrique? Alors en effet, j'étais la présidente de l'équipe des observateurs indépendants de l'AMA pour les Jeux africains de Rabat 2019. Je peux vous inviter à aller voir le rapport des observateurs indépendants qui a été publié donc, sur le site de l'Agence mondiale antidopage, dans lequel on a détaillé justement tous les challenges et les succès et beaucoup de choses positives donc, qui se sont déroulées à ces Jeux. Mais pour faire un résumé ici, ces Jeux ont été un succès, ça a été un pas en avant majeur en Afrique par rapport aux derniers Jeux africains qui avaient eu lieu à Brazzaville. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a eu un programme de tests hors compétition qui n'avait jamais été fait et qui a vraiment renforcé le programme antidopage de ces Jeux. Je pense que les spécificités sportives, comme je l'ai mentionné également tout à l'heure, avaient été prises en compte, pas en amont, mais on y avait contribué pendant justement les Jeux africains et ça avait énormément facilité le travail du personnel antidopage sur place qui avait travaillé main dans la main avec les délégués techniques justement et les confédérations africaines de chaque sport pour les événements. Après, les challenges, si je peux me permettre, ont été plus au niveau de la communication et des règles antidopage en vigueur pour les Jeux, où il y avait eu un peu de confusion entre quelles étaient les règles antidopage qui s'appliquaient aux Jeux africains. Il y a toujours un peu de confusion à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une recommandation qui avait été faite de la part de cette équipe des observateurs indépendants pour une communication vraiment efficace et constante avec tous les participants et les confédérations africaines pour les Jeux africains. Il y avait un autre challenge, Samé et Aliou qui faisaient partie de l'équipe également pourront confirmer sur tout ce qui était le processus des autorisations à usage thérapeutique, où vraiment il fallait mettre en place vraiment en amont un processus très clair et détaillé, que ce soit sur le processus de soumettre une demande d'autorisation usage thérapeutique, une commission d'appel ou le processus d'AUT rétroactif. Donc ça, encore une fois, en Afrique, il y a des zonades qui sont déjà établies avec une expérience et si jamais le comité d'organisation n'est pas en mesure
de faire face à ce travail. Vraiment, on vous encourage à utiliser justement des agences qui sont déjà établies, qui ont cette expérience et qui ont le personnel adéquat pour traiter ce genre de demande. Mais merci, encore une fois, pour plus de détails, je vous encourage vraiment à aller lire le rapport qui est publié sur le site de l'Agence mondiale antidopage. Merci, j'encourage tout le monde aussi d'aller visiter et lire le rapport. Moi, j'ai bien lu le rapport, c'est là que j'ai posé la question. Merci, Jean. Oui, exactement. Aliou. Oui, Jean. Écoute, je voulais poser une question à toi pour aider les participants et les gens qui écoutent, pour être éduqués. Il y a les athlètes, surtout en Afrique, quand ils arrivent à faire les contrôles, on fait les contrôles pendant les compétitions. Et or, aujourd'hui aussi, on essaye de mettre l'emphase sur les contrôles hors compétition. Alors, dis-moi, qu'est-ce que sont les défis, comment ça se passe en Afrique ou en autre région? Merci. Merci, Jean. Par rapport, n'est-ce pas, au contrôle hors compétition, c'est-à-dire le programme le plus important que nous avons au niveau pratiquement de toutes les ORAD à travers le monde, c'est la bourse des contrôles de l'AMA. Donc, c'est un fonds que l'AMA met à la disposition des organisations régionales antidopage pour procéder, n'est-ce pas, à des contrôles hors compétition au niveau des pays membres. Maintenant, nous avons aussi, comment dirais-je, l'apport de certaines fédérations internationales et de certaines agences de contrôle comme l'ITA qui nous demandent, n'est-ce pas, des contrôles hors compétition dans nos zones concernant les athlètes qui font partie de leur groupe cible. Maintenant, pour les contrôles hors compétition, c'est-à-dire, je disais que pour les ORAD, c'est à travers, n'est-ce pas, la bourse de l'AMA. Maintenant, comment est-ce que les contrôles se font? C'est-à-dire, nous nous mettons en contact avec le membre du conseil du pays au niveau de l'ORAD, à qui nous demandons de faire remonter les informations de localisation des sportifs, notamment des sportifs, comment dirais-je, de haut niveau de leur zone, parce qu'il faudrait reconnaître que, c'est-à-dire notre souhait, c'est d'avoir les bons sportifs et de procéder, n'est-ce pas, à des contrôles intelligents. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous appelons les contrôles? Il faudrait que le contrôle, n'est-ce pas, soit plus bénéfique que, n'est-ce pas, un contrôle que nous faisons, n'est-ce pas, à la volée. Donc, c'est pourquoi nous demandons les informations de localisation au niveau, n'est-ce pas, de nos délégués, au niveau des membres du conseil de nos organisations régionales antidopage. Maintenant, une fois que nous avons, comment dirais, ces informations de localisation, nous préparons notre plan de répartition des contrôles. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de contrôles hors compétition que nous affectons à chaque pays. Et ça, c'est pour aider, bien sûr, les fédérations nationales au niveau des pays, n'est-ce pas, l'organisation nationale antidopage, à mieux, n'est-ce pas, préparer les sportifs pour les événements au niveau, n'est-ce pas, de notre région ou pour les événements au niveau, n'est-ce pas, de l'international. Donc voilà, en quelque sorte, c'est-à-dire l'appui que l'AMA nous octroie et nous, le travail que nous faisons avec nos pays pour mieux préparer, n'est-ce pas, les sportifs. Et ces contrôles, il faudrait le dire, ces contrôles hors compétition permettent, n'est-ce pas, de dissuader les sportifs d'aller, n'est-ce pas, vers la pratique du dopage. Il y a une question qui vient d'arriver. Je suis docteur Demakji, commission antidopage de la FAR Algérie. Mon souhait d'avoir un laboratoire de passeport biologique en Nord d'Afrique. Est-ce que je peux avoir une réponse à ce sujet? Mais ça, Samé a déjà répondu à ça. Samé a répondu à cette question. Je sais, mais il insiste. Et puis, il y a aussi quel est le nombre d'échantillons à tester pour être accrédité. Voilà, c'est là où... Ok. Je pense Dr Halim a déjà répondu à cette question, mais on peut faire un point encore une fois. Le nombre était précédemment 1500, maintenant c'est 3000 échantillons par année pour être accrédités pour effectuer des tests urinaires et sanguins comme laboratoire accrédité de l'AMA. Pour l'instant, on n'a qu'un seul laboratoire accrédité en Afrique. En Afrique du Sud, c'est à Bloemfontein. On a 2 laboratoires approuvés, un au Kenya et un en Égypte.
Maintenant, est-ce que le docteur Moussa est là? Je pense, docteur Halim, voulait dire quelque chose? Oui. Ouais, je pense que vous êtes en mute, docteur. Docteur, on vous entend pas, vous êtes en mute. Sorry. Oui, effectivement, j'étais en mute. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, nous avons une expérience en Tunisie concernant un laboratoire accrédité qu'on a perdu. On a perdu pour des raisons diverses. C'était durant la période de la Révolution. Et nous pouvons retenir de cette expérience de 10 ans de ce laboratoire qui a travaillé pendant une dizaine d'années et avec lequel on a travaillé au niveau ANAD beaucoup. On devait absolument s'assurer que nous faisions les 1500 analyses par an. Et maintenant, c'est devenu 3000, donc la tâche est devenue beaucoup plus difficile parce que imaginez un laboratoire qui fasse 3000 analyses par an pour un pays comme la Tunisie, ou bien l'Agence nationale antidopage va essayer d'assurer le maximum de contrôle, donc 2000 à 2005, et le reste, il le fera en international, ce qui n'est pas évident. Et pour l'agence et pour la Tunisie, 2000 analyses par an, c'est trop. C'est trop parce que ça a un coût et le coût est devenu de plus en plus prohibitif. Donc, le choix de postuler pour un laboratoire d'activité actuellement, pour des raisons objectives, est exclu pour la Tunisie et pour des considérations essentiellement financières et aussi de possibilités. Contrôler 2000 athlètes en Tunisie avec une population de 10 millions d'habitants et 130 000 athlètes accrédités qui sont licenciés, ce n'est pas du tout logique. Concernant l'approbation, nous avons aussi postulé et essayé de postuler pour avoir un laboratoire approuvé PBA. Nous avons contacté le laboratoire de l'Institut Pasteur de Tunis et nous avons commencé un petit peu à nous engager dans cette voie pour une approbation. Je ne vous cacherai pas que c'est une voie qui est assez… il y a un standard, évidemment, pour les laboratoires, avec des conditions qui sont assez sérieuses et assez difficiles, disons, à obtenir. Et là, nous butons encore pour avoir l'approbation pour notre laboratoire. Évidemment, l'AMA nous a demandé, est-ce que vous avez des pays qui sont autour de vous, au niveau de l'Afrique du Nord ou au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui vous appuient dans cette demande, parce qu'il ne s'agit pas de faire des laboratoires PBA uniquement pour la Tunisie, il faut que ce soit toute une zone qui soit concernée et qui appuie cela. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à deux fois et voir un petit peu les possibilités propres du pays, les conditions régionales aussi, pour la mise en place d'un laboratoire, qu'il soit accrédité ou même approuvé. Comme l'a dit sa mère, nous avons maintenant un laboratoire accrédité qui est celui de l'Afrique du Sud. Je sais que l'Agence mondiale applaudirait ou approuverait un second laboratoire au niveau de l'Afrique, mais il faudrait que le pays en question soit vraiment prêt et qu'il soit prêt surtout à garder son accréditation, parce que 3000 analyses par an, c'est quand même un plancher qui est assez haut. Et pour ce qui est de l'approbation aussi, nous avons actuellement 2 laboratoires accrédités, approuvés PBA, et vous savez que les conditions de transport de ce type d'échantillon sanguin au niveau d'un laboratoire ne sont pas faciles. Il y a des conditions de température, des conditions de temps d'arrivée de l'échantillon au laboratoire PBA. Et donc, il faut aussi faire une étude vraiment sérieuse pour non pas uniquement la mise en place du labo, mais aussi il faut qu'il y ait les facilités pour que des pays qui soient autour de ce laboratoire puissent acheminer leur échantillon sanguin dans les meilleures conditions possibles. Et ça aussi,
constitue une contrainte supplémentaire pour la mise en place de tels laboratoires. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais il faut vraiment y réfléchir et faire une étude avec anticipation et pour mettre en place ce type de laboratoire et surtout le garder. Voilà. Merci, le docteur Halim. Vous parlez de coûts, et là, ça m'apporte à une question qui préoccupe tout le monde. Chaque année, on doit faire notre contribution envers l'AMA. Or, les pays d'Afrique, nous avons toujours des problèmes à payer notre cotisation. Alors, peut-être, je ne sais pas, il faut adresser ce problème. Alors, peut-être Samé peut donner un avis là-dessus. Question à tout le monde. Merci Jean. Donc les contributions, le budget de l'AMA, ça fonctionne d'une manière générale, c'est un budget à 50%, 50%. Donc 50% du budget de l'AMA est fourni par les États membres, donc tous les signataires du code, les gouvernements, et 50% c'est payé par le Comité international olympique qui fait un matching du montant qui a été payé par le gouvernement. Donc l'Afrique, d'une manière générale, on n'a que 0,5% du montant total qui est payé. Donc, c'est une portion qui n'est pas la plus importante. Ça a été décidé en fonction de plusieurs facteurs, inclus la situation économique, quelques pays qui payent en plus et tout ça. Donc, la division interne de ce montant de 0,5% a été décidée par l'Union africaine durant le forum antidopage de l'Union africaine qui a eu lieu chez Jean aux Seychelles. Et ça a été décidé en fonction de plusieurs facteurs, y inclut le PIB du pays, la situation économique, ainsi que d'autres facteurs concernant le sport même. Le problème que oui, chaque année, c'est un grand défi d'avoir le paiement de la part de plusieurs pays ici en Afrique, même avec le fait que les montants ne sont pas si importants. On arrive à la plupart des pays en Afrique payent des montants qui sont même inférieurs à $1 000 par an. Mais c'est toujours un défi d'avoir ces paiements-là. C'est toujours un défi de justifier pourquoi les gouvernements doivent payer ces contributions-là. Parfois, pour les pays qui sont membres du NORAD aussi, c'est un peu la confusion. Pourquoi on doit payer une contribution à l'AMA et une autre à l'ORAD si l'ORAD utilise un système de contribution. Donc oui, c'est toujours un défi et c'est toujours compliqué. Et on estime que peut-être ça posera problème parce qu'on sait que pour l'instant, on est en train de réviser le budget, ce qui peut-être impliquera une augmentation pour la division des montants pour l'Afrique. Donc, on espère que ce problème peut être résolu. On essaye toujours de parler de ce problème dans les forums et en utilisant l'appui de l'Union africaine ainsi que de l'autre organisation. On encourage toujours les pays qui sont capables à payer des contributions supplémentaires pour couvrir les contributions d'autres pays ici en Afrique, d'avoir une solidarité entre les pays membres ici en Afrique. Mais ça reste un problème. On propose des solutions. Je sais que l'Union africaine maintenant est en train de constituer un groupe de travail qui va reviser le formule de division interne en Afrique. Ça a été parmi les résolutions du forum de l'année dernière qui a eu lieu au Cape Town en Afrique du Sud. Mais ça reste toujours, comme je dis, ça reste un problème et ça reste à discuter. On espère que les gouvernements peuvent vraiment faire l'effort de payer les contributions parce que c'est à travers ces contributions-là qu'on peut utiliser ces fonds pour soutenir les programmes nationaux en Afrique, pour soutenir le programme des ORAD qui soutient après les pays membres en Afrique. Donc oui, c'est un montant qui est payé par le gouvernement et enfin les fonds sont utilisés pour développer les programmes antidopage d'une manière générale. Merci Samé, c'est très clair. Il y a une question là et je pense que ça vise vers Sophie. Quel est le rapport du service antidopage en Afrique avec les comités d'organisateurs d'événements sportifs, pour ne citer que les Jeux africains? Est-ce qu'il y a une compréhension d'importance du service antidopage en Afrique par rapport aux événements sportifs majeurs? Alors, entre le comité d'organisation et qui? Entre ceux qui implémentent le programme antidopage? Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est justement la responsabilité
comité d'organisation mis en place pour un événement majeur tel que les derniers Jeux africains, de mettre en place le programme antidopage. Pour Rabat 2019 spécifiquement, vu qu'on le citait en exemple, ils ont travaillé avec l'ORAD, zone 1, et donc il y a eu vraiment une collaboration et une coopération à ce niveau-là. Moi, j'y étais encore une fois en tant que observatrice indépendante avec l'équipe. Donc nous, on a aidé à s'assurer que l'implémentation de ce programme antidopage était, comme le spécifiait Alou avant, avec des tests intelligents et que les tests, qu'ils soient hors compétition ou en compétition, étaient efficaces et qu'ils s'est déroulé suivant les règles antidopage en vigueur pendant les Jeux. Donc la coopération et la collaboration est nécessaire. Comme je l'ai dit, la communication est extrêmement importante. Il faut vraiment communiquer les règles en amont des Jeux. Donc encore une fois, des jeux africains. Et que les parties prenantes ont bien compris quelles règles étaient en vigueur et puis surtout que toutes les informations nécessaires au programme antidopage soient communiquées à tous les comités nationaux olympiques, ce qui n'avait pas forcément été le cas non plus pour les Jeux africains de Rabat 2019. Ça avait été fait, mais pas... Maintenant, pour ce qui est d'autres événements majeurs, l'ITA justement implémente le programme antidopage, notamment avec le comité d'organisation de Tokyo 2020. Donc, il y a aussi une collaboration et une coopération qui est quotidienne et on s'assure que le programme antidopage pour les Jeux soit compréhensif, intelligent et sensé, que ce soit hors compétition, en compétition ou encore pré-compétition avec ce groupe d'experts dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été mis en place par l'ITA, qui a pour but de s'assurer que tous les athlètes qui participent aux Jeux l'été prochain aient été testés avant. Pour l'éclaircissement, j'en ai une autre question peut-être pour Aliou. Nous savons qu'en Afrique, il y a toujours les défis, mais je pose les questions parce que je pense que les gens qui nous écoutent, ils s'éduquent aussi, ils ont des informations. Qu'est-ce qu'on fait, nous? En ce qui concerne la localisation des athlètes, je sais que nous savons qu'en Afrique, c'est un défi, c'est difficile parce qu'il y a des athlètes qui sont dans les villages et aller les trouver, ce n'est pas aussi facile. Aliou, comment tu fais, toi? Oui, merci, Jean. Donc, comme je disais, n'est-ce pas, dans ma première intervention, c'est-à-dire pour localiser les sportifs, nous passons, n'est-ce pas, par d'abord, les membres de conseil, c'est-à-dire les représentants des pays au niveau de l'organisation régionale. 2, nous utilisons aussi nos agents de contrôle du dopage et certains membres, n'est-ce pas, des fédérations pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir le maximum d'informations sur les sportifs, n'est-ce pas, de haut niveau de notre zone. Maintenant, effectivement, vous avez raison, parce que généralement, les sportifs qui sont dans les villages sont vraiment très difficiles, n'est-ce pas, à appréhender. Une chose est certaine, si la structure, l'organisation nationale ou la fédération nationale ou le comité national olympique, n'est-ce pas, du pays en question est consciente du travail très important et consciente, n'est-ce pas, de l'importance du contrôle dans la carrière, n'est-ce pas, du sportif, moi je suis sûr ils vont nous donner, n'est-ce pas, les bonnes informations des bons sportifs. Et une chose est certaine, si ces informations remontent au niveau de l'organisation régionale antidopage, après avoir mis en place le plan de répartition des contrôles, donc maintenant, il reviendra aux agents de contrôle du dopage qui sont dans le pays, n'est-ce pas, d'aller voir le sportif de façon inopinée, sans que le sportif ne soit informé, sans que sa fédération ou son organisation nationale ne soit informée. Parce que les informations de localisation comportent le nom, le prénom, comment dirais-je, l'heure et les heures d'entraînement, le terrain d'entraînement, ça veut dire toutes les informations qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de localiser le sportif dans un moment T. Donc c'est à peu près ça. Mais maintenant,
il faudrait reconnaître que, c'est-à-dire, c'est très difficile, c'est vraiment très difficile. C'est très difficile, n'est-ce pas, de faire remonter les informations du niveau national au niveau régional. Nous avons toujours eu ce problème. Nous avons toujours eu ce problème avec soit les organisations nationales, avec les fédérations nationales, avec même certains responsables de fédérations pour pouvoir obtenir les bonnes informations, n'est-ce pas, des bons sportifs. Et avec, n'est-ce pas, l'AMA et le Bureau régional africain, nous sommes en tout cas toujours, nous sommes en train de travailler toujours pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir toutes les informations de localisation à partir du mois de janvier pour permettre, n'est-ce pas, à l'organisation régionale antidopage d'établir son programme de contrôle antidopage étalé sur toute l'année de janvier jusqu'en décembre. Donc vraiment, effectivement, c'est un travail harassant. Des fois, dans les pays, on ne nous facilite pas la tâche, ça c'est vrai, et des fois, on ne nous donne pas, n'est-ce pas, les bonnes informations. Mais tout compte fait, nous avons, n'est-ce pas, comment dirais-je, nous avons des canaux. Nous avons vraiment des canaux, nous avons créé des canaux au niveau de nos agents de contrôle dopage, au niveau de certains responsables, n'est-ce pas, soit de l'ONAD ou de fédération, qui sont conscients de l'importance, n'est-ce pas, de contrôle antidopage dans la carrière du sportif. Nous arrivons, n'est-ce pas, à faire remonter certaines informations pour pouvoir, comme je le disais tantôt, faire, n'est-ce pas, des contrôles intelligents. Ça veut dire contrôler le bon sportif au bon moment. Merci. Merci Aliou, c'est très clair. J'espère qu'on a pu éclaircir ce problème parce que réellement c'est un problème. Et encore, il y a un petit point que je vais revenir un peu sur les contributions. Vous avez parlé de contributions au niveau de l'AMA, mais maintenant on n'a pas parlé de contributions au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique, au niveau de nos organisations régionales antidopage. C'est un problème très sérieux parce qu'il faudrait le reconnaître, vraiment. Les ORAD, n'est-ce pas, n'arrivent pas à avoir les contributions des pays membres. Ça, c'est vraiment... C'est un problème que nous avons toujours soulevé. Entre administrateurs des ORAD d'Afrique, on est 6. On a eu, n'est-ce pas, comment dirais-je, des séances de travail au niveau de notre bureau régional africain à Cape Town. On s'est rencontrés une première fois, une deuxième fois, et on est sur le point, n'est-ce pas, d'avoir une troisième rencontre. Lors de ces rencontres, nous avons toujours soulevé le problème, n'est-ce pas, de la non-participation, de la non-contribution des pays membres au niveau des organisations régionales antidopage. Et pour exemple, moi, je vous dis, par exemple, dans ma zone, mais il y a des pays qui n'ont jamais contribué depuis la création de l'organisation régionale antidopage en 2006. De 2006 à 2020, ça fait pratiquement 14 ans, des pays n'ont jamais contribué. Donc vraiment, ce problème, ce n'est pas seulement au niveau de l'AMA. L'AMA, peut-être, c'est le boss, mais au niveau de nos organisations régionales, on a besoin de la contribution, n'est-ce pas, de nos pays membres pour que nous puissions, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, régional, comment dirais-je, faire des programmes à l'intention de nos pays membres. Mais très malheureusement, les ORAD n'ont pas les moyens pour le faire. Nous nous appuyons sur la subvention de l'AMA, nous nous appuyons, n'est-ce pas, sur la subvention des partenaires et nous mettons notre expertise à la disposition, n'est-ce pas, des fédérations internationales, des agences de contrôle internationales, des organisations, des événements, n'est-ce pas, des événements sportifs majeurs. Merci Jean. Merci Aliou, c'est encore l'éclaircissement, les précisions sont très bonnes. Et je passe maintenant, j'ouvre le débat. Il y a toujours ce problème de l'AUT, autorisation d'usage thérapeutique. Peut-être le docteur Alim peut éclaircir ça pour les participants. Est-ce que dans chaque pays, il existe une commission d'AUT, comme il existe aussi une commission de gestion des résultats? Docteur. Oui, alors je voudrais... en Tunisie, concernant notre agence, nous avons notre propre comité d'AUT qui est prévu par la législation, comme nous avons notre propre comité de gestion des résultats. Mais je sais qu'au niveau international, ça veut dire au niveau d'autres pays, certains pays n'ont pas leur propre, certains NADO n'ont pas leur propre comité de gestion des résultats. Et c'est là que entre le rôle de l'ORAD, auquel ils sont affiliés,
Et ces ORAD ont leur comité de gestion des résultats. Il a été question à un certain moment de créer un comité africain. On en a parlé au sein de notre ORAD 1 et puis avec des responsables de l'AMA, de créer un pôle ou un comité de gestion un comité d'AUT au niveau africain. Et ça n'a pas encore été fait, mais je sais qu'au niveau des ORAD, il existe des comités d'octroi des autorisations à usage thérapeutique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Allô, Jean? Oui, oui, c'est bon. Oui, Jean, je peux... Oui, oui, bien sûr. Donc, merci, Jean. Effectivement, ce que le docteur a dit, c'est... Tout compte fait, le docteur a été très explicite. Mais maintenant, une chose est certaine. Effectivement, le docteur vient de... Oui? Oui? Un peu plus fort. Hein. Donc, je disais que... C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Je disais que le docteur vient d'évoquer, n'est-ce pas, la création d'un comité, n'est-ce pas, africain pour les AUT. Effectivement, ça a été, bon, je ne dirais pas décidé, mais nous l'avions évoqué lors de la 3e conférence des ORAD, n'est-ce pas, qui s'est tenue, je pense bien, je ne sais pas, c'est en Thaïlande ou au Koweït. En tout cas, on a évoqué la question. Au niveau de l'Afrique, il faudrait qu'on ait, n'est-ce pas, un comité africain pour les AUT. Mais maintenant, une chose est certaine, pour les sportifs de haut niveau, n'est-ce pas, de nos zones respectives, généralement, c'est les fédérations internationales qui gèrent cette question. N'est-ce pas, ils établissent la demande au niveau, n'est-ce pas, de leur fédération internationale. Une chose est certaine, ce problème, ce comité, n'est-ce pas, d'AUT cause problème au niveau, n'est-ce pas, de notre continent. Il faudrait le reconnaître, ce n'est pas comme le comité de gestion des résultats. Pratiquement, dans chaque ORAD, nous avons des comités de gestion des résultats, mais pour les AUT, c'est vraiment un problème au niveau, n'est-ce pas, des ORAD. C'est pourquoi je parle sous contrôle, n'est-ce pas, de SAME, du bureau régional africain, c'est-à-dire le bureau régional africain est sur la question. Parce qu'on en a discuté tout dernièrement, vraiment ils sont sur la question. Il faudrait qu'on ait ce comité au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique, que pratiquement tous nos sportifs passent par ce comité pour, n'est-ce pas, pour adresser leurs demandes, n'est-ce pas, pour l'obtention, comment dirais-je, de l'AUT. Donc, merci, c'est ce que j'ai augmenté. Merci, Jean. Si je peux juste ajouter quelque chose sur ce point. Merci à Liu, oui, tout à fait, il y a des discussions et un projet d'avoir soit d'une manière continentale pour l'Afrique, soit d'une manière un peu plus globale des comités d'AUT pour permettre à tous les pays qui n'ont pas encore leur propre commission de bénéficier de leurs services. Mais toujours, notre principal défi en Afrique, c'était pas vraiment d'avoir des cadres formés pour servir dans les commissions d'AUT, mais c'était plutôt d'encourager les athlètes à postuler, demander des AUT. Parce que pour l'instant, par exemple, l'ORAD, Aliou, l'administrateur de l'ORAD, il a 11 ou 10 pays membres et il a des centaines de milliers d'athlètes et il ne reçoit pas des demandes d'AUT. C'est pas qu'il n'a pas une commission d'AUT. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le problème. Le problème, que les athlètes, leur entourage, leur personnel ne sont pas sensibilisés du fait que s'ils utilisent des médicaments et des produits qui sont sur la liste des interdictions, ils doivent avoir cette autorisation d'usage thérapeutique. C'est pour ça que les athlètes à niveau international, ils sont informés de ça, ils postulent directement avec leur fédération internationale, mais les autres athlètes, les athlètes niveau local, niveau national, je pense que le problème c'est plutôt avec la sensibilisation et l'éducation que le fait d'avoir des commissions d'AUT continentales. Si c'est un projet qu'on est actuellement en train de poursuivre, et je pense nous essayons avant de la fin de l'année d'avoir juste un document conceptuel pour voir comment poursuivre cela. Mais le principal défi reste toujours la sensibilisation et l'information de la part des athlètes et leur personnel. Merci. Et, merci Samé. Est-ce que nous avons presque 10 minutes à 15 minutes? Est-ce que je laisse
la salle ouverte pour que s'il y a des points pertinents qu'on voulait soulever, et on reste toujours avec les participants sont ouverts à envoyer des chats, des questions par chat. Alors, Sophie, il y a alors moi, je voulais juste peut-être vu que dans le chat, il y avait un doute par rapport à l'intérêt des tests hors compétition. Je crois que c'est une question qui venait de l'Algérie. Je voulais juste souligner que les contrôles antidopage en général permettent justement de maintenir l'intégrité du sport et de s'assurer que les sportifs puissent pratiquer leur activité de manière saine et sans tricher. Maintenant, les contrôles antidopage hors compétition, spécifiquement, comme l'a précisé Aliou tout à l'heure, sont effectués sans préavis sur les sportifs, c'est-à-dire soit dans leur entraînement ou à leur domicile. Et c'est quand même un des moyens les plus puissants de dissuasion et de détection du dopage. Et c'est une étape importante dans le renforcement de la confiance des sportifs et du grand public pour un sport propre, pour un sport sans dopage. Ah oui, il n'y a pas de... Samé? Non, je pense que c'est très bien dit de la part de Sophie. Et c'est aussi, je pense que la question vient du football. Donc, ça dépend. C'est pour ça qu'il y a toujours, on encourage d'avoir le plan de distribution de contrôle par rapport à chaque sport et chaque condition. Si vous pensez que ça sera plus intéressant pour vous, sur un règlement, d'avoir des compétitions, d'avoir des contrôles en compétition, il faut tenir ça en considération. Mais il ne faut pas exclure soit les contrôles en compétition ou hors compétition. Mais l'essentiel, comme Sophie a dit, c'est l'idée que vous pouvez être contrôlé en tout moment. Même si vous êtes en vacances, vous pensez que oui, je peux prendre quelque chose et le temps que je rentre en compétition dans 1 mois, 2 mois, ça ne va plus apparaître. Non, vous êtes toujours assujetti à des contrôles hors compétition chez vous, en vacances, même si vous êtes dans un autre pays. L'ONAD peut collaborer avec l'ONAD de cet autre pays-là ou bien avec la Fédération internationale pour vous contrôler. Donc, c'est ça l'objectif général, c'est d'informer les athlètes que même si vous n'êtes pas en compétition actuellement, c'est toujours possible que vous serez contrôlé. Et peut-être pour les produits que vous avez mentionnés, ce ne sont pas des produits interdits hors compétition, mais dans le cas où les athlètes prennent des produits prohibés ou interdits hors compétition, ça c'est vraiment l'idée derrière le programme de contrôle hors compétition. Aliou, il n'y a pas d'autres points à ajouter, points de concern pertinents? Bon, effectivement, j'ai un point à soulever, c'est-à-dire c'est à l'intention, c'est vraiment à l'intention des responsables des fédérations nationales qui sont avec nous. C'est-à-dire ils doivent collaborer au niveau, n'est-ce pas, des organisations régionales antidopage pour, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, ces organisations puissent implanter leur programme antidopage. C'est très important. On a besoin de l'appui, soit des membres, n'est-ce pas, des commissions médicales, soit des membres, n'est-ce pas, de quelle que soit, n'est-ce pas, la commission technique au niveau de la fédération nationale. En tout cas, ceux qui sont là, j'ai vu, il y a des responsables, des directeurs de centres qui sont avec nous. Il y a des médecins des fédérations qui sont avec nous. Vraiment, nous souhaiterions, au niveau, n'est-ce pas, des organisations régionales, au niveau de l'Afrique, leur collaboration. Quand l'ORAD a un programme à mettre en place, notamment dans le cadre de contrôle hors compétition ou dans le cadre, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, des séances d'éducation et de sensibilisation, nous souhaiterions avoir, n'est-ce pas, leur appui. Parce qu'on a besoin de leur soutien pour que, n'est-ce pas, ces programmes au niveau de nos organisations régionales soient une réussite. Donc, c'est ce que vraiment j'ai tenu à dire. Merci, Jean. Merci, Aliou. Je voulais seulement poser une question parce que ça, on a parlé de cotisation, les responsabilités des pays membres, chacun de nous. Est-ce que vous pensez qu'il manque la volonté politique? Parce qu'il y a des pays, il y a des choses qui fonctionnent. Or, il y a d'autres pays, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une barrière politique ou il y a un problème? Je ne sais pas, c'est une question générale. Oui, merci Jean.
En tout cas, l'expérience a démontré, parce que moi, je suis au niveau de l'ORAD depuis 2012. Ça me fait pratiquement 8 ans au niveau, n'est-ce pas, de l'organisation régionale. C'est-à-dire, le problème se situe à 3 niveaux. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est au niveau, n'est-ce pas, du représentant du pays au niveau de l'organisation régionale. Généralement, dans beaucoup de cas, c'est-à-dire, bon, très malheureusement, c'est-à-dire, le membre du conseil n'a pas le temps, c'est-à-dire la disponibilité, n'est-ce pas, nécessaire pour traiter, n'est-ce pas, comment dirais-je, pour traiter des activités antidopage dans le pays. Parce que généralement, c'est des personnes qui ont des activités personnelles et que le temps accordé aux activités, n'est-ce pas, de l'antidopage sont très moindres. Et là-bas, nous rencontrons beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, ça, c'est au niveau de pratiquement de tous les pays d'Afrique. Le deuxième problème, c'est, n'est-ce pas, la complicité entre le ministère du Sport et le Comité national olympique. Il y a eu toujours des tiraillements par rapport à la nomination du membre du conseil et par rapport au soutien que, n'est-ce pas, ces institutions doivent apporter aux membres, n'est-ce pas, et comment dirais-je, aux membres du conseil. Donc maintenant, le troisième, c'est vraiment le soutien politique. Parce que je disais que le soutien politique, quand on parle, n'est-ce pas, de contribution d'un pays, c'est vraiment ça, c'est le politique qui doit, n'est-ce pas, s'investir pour pouvoir contribuer au nom, n'est-ce pas, de l'État, au niveau, n'est-ce pas, de l'organisation régionale. Donc voilà, n'est-ce pas, le problème au niveau, n'est-ce pas, des organisations régionales se situe à ces 3 niveaux-là. Donc vraiment, pour amoindrir ce problème, pour que ça marche dans les ORAD, on aura besoin, n'est-ce pas, de l'adhésion totale du membre du conseil dans les activités de l'ORAD. Si le membre n'est pas disponible à 100%, qu'il essaie, n'est-ce pas, de nommer un point focal. Ça veut dire une personne qui est là, qui, n'est-ce pas, qui traite des activités de l'organisation régionale antidopage au niveau du pays. Maintenant, de l'autre côté, il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait une entente entre le Comité national olympique et le ministère du Sport pour nommer le bon membre du conseil, n'est-ce pas, au niveau de l'organisation, et de l'autre côté, maintenant, le soutien total, n'est-ce pas, du pays, parce que le dopage, maintenant, est devenu un problème de santé publique. Merci, Jean. Ah, c'est vrai, tu as dit simplement, le dopage est maintenant une problématique santé médicale. Et avant de clôturer, je voulais passer la parole à chacun de vous de faire une petite synthèse. Samé. Merci encore, Jean, et merci à Mustapha d'avoir organisé ce webinaire. Je pense que les discussions étaient très, très bénéfiques. C'était très intéressant de recevoir les questions en direct et de laisser un peu le sujet un peu vaste pour pouvoir discuter des différentes affaires qui préoccupent surtout le mouvement antidopage d'une manière globale et ici en Afrique. Merci beaucoup à tous les intervenants. C'était vraiment un plaisir d'être parmi vous. Et non, merci pour tous ceux qui ont participé. Merci d'avoir pris le temps pour participer dans ce webinaire et espérons vous voir prochainement dans tous nos prochains webinaires en partie de la main et bien sûr les webinaires que Mustapha organisera dans le futur. Merci. Merci, Samé. Je voulais aussi remercier le bureau de... Oh, il est parti. Je voulais remercier le bureau de l'AMA pour son soutien, parce que je sais avec Rodney. Et comme Aliou avait dit, s'il n'y avait pas le bureau de l'AMA en Afrique, je ne sais pas ce qui se passait avec nous, parce que là-bas, nous a donné tous les soutiens nécessaires. Maintenant, ça dépend de chaque pays, de chaque organisation pour aller de l'avant. Merci encore, Samé. Sophie? Oui, ben, je te rejoins, je rejoins Samé également. Je vous remercie beaucoup, Mustapha, d'avoir organisé justement ces Africa Talks qui nous a permis vraiment de parler de plusieurs sujets propres à l'antidopage et d'avoir pu répondre directement aux questions des participants. Je voulais préciser aussi que l'ITA organise des webinars également, donc vous pouvez les trouver sur la page de l'ITA LinkedIn. Donc, n'hésitez pas non plus à participer. Il y a des thèmes extrêmement variés et ils sont ouverts à tous. Donc surtout, n'hésitez pas à les suivre.
Merci Sophie. Docteur Alim? Écoutez, je voudrais remercier Moustapha pour cette excellente initiative, Jean, pour votre coordination de ce excellent webinaire. Je pense être une plateforme d'échange en Afrique et qui est à encourager pour le futur. Ce que je voudrais dire, c'est que l'ANA de Trinity est vraiment tout à fait disposée à partager ses expériences et ses connaissances avec les autres pays, soit d'autres pays dans toute l'Afrique. Nous voudrions aussi que d'autres pays soient mieux connectés avec nous dans l'avenir afin de trouver les meilleurs moyens pour améliorer le dopage qui est un point à cœur de cette plateforme. Excellente initiative à multiplier dans l'avenir. Et voilà. Ok, ça a été très long, mais quand même, ça a passé. Non, c'est tout. Aliou? Oui, Jean. Mon mot de fin, n'est-ce pas? Oui, bon, pour qu'on fasse ce que moi j'ai à dire, mon mot de fin, c'est de faire la promotion des organisations régionales antidopage. Il faudrait que, n'est-ce pas, nos organisations nationales antidopage, nos fédérations nationales, les fédérations internationales, les organisateurs d'événements sportifs majeurs et les agences de contrôle international, n'est-ce pas, il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont au niveau, n'est-ce pas, de chaque région, par rapport au découpage de l'AMA, des structures, n'est-ce pas, compétentes, qui sont là, qui ont pratiquement tous les comités techniques, notamment les comités de gestion de résultats, les comités, n'est-ce pas, d'ACD, et, n'est-ce pas, et des agents d'éducation qui peuvent les aider à comment dirais-je, à mettre en place leur programme antidopage. Que ce soit dans les pays, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, des événements sportifs majeurs, vraiment, l'ORAD est là. Les ORAD sont là avec leur expertise. Tout compte fait, Sophie ne dira pas le contraire. Parce que Sophie a travaillé, n'est-ce pas, avec l'ORAD dans le cadre des premiers Jeux, n'est-ce pas, de plage au niveau de l'Afrique. Sophie a travaillé aussi avec l'ORAD au niveau des éliminatoires de boxe zone Afrique. Vraiment, et je suis sûr, c'est-à-dire, tout compte fait, elle ne dira pas le contrôle. Elle ne dira pas le contraire, j'allais dire, vraiment, les ORAD peuvent aider, n'est-ce pas, à ce que ces programmes soient mis en place au niveau de ces activités-là. Donc, il faudrait que, au niveau des pays, qu'on se dise qu'on a nos ORAD qui sont, n'est-ce pas, des structures de conseil, des structures d'assistance et, n'est-ce pas, comment dirais-je, des structures de prise en charge de problèmes dans le cadre du dopage. Donc, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Merci. Merci Aliou et merci à tout le monde. Je voulais aussi remercier Moustapha. Je pense que c'est bien passé. On a pu faire le tour et comprendre ce que ça veut dire le monde d'antidopage. Et pour nous, finalement, c'est un sport sans dopage, un sport propre, honnête. Et je pense qu'en Afrique, nous avons des experts, nous avons des gens capables. Mais il faut que ces gens viennent de l'avant pour faire avancer le mouvement antidopage dans le sport. Avec ça, je voulais vous remercier encore et encore Moustapha. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je disais que c'est à moi de vous remercier pour la qualité du débat, pour l'enthousiasme dont vous avez fait preuve en partageant vos expériences et vos connaissances. Ce qui a fait de cette conférence un succès qui a une fois de plus dépassé nos attentes. Donc, mes remerciements à Sophie Berwick, Samir, Alim, Aliou et à notre très cher modérateur Jean et à tous les participants d'avoir pris part à ce panel. Donc, à bientôt lors de nos prochaines sessions et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne journée.